C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer bien sûr. Voici donc les grandes articulations. Les chrétiens catholiques du monde entier entrent dès ce jour 14 février 2018 dans la période de carême, un temps spécialement consacré à la prière, au jeûne et au partage. Que comprendre exactement du carême chrétien et comment le vivre? La réponse, eh bien, c'est dans ce journal. Atelier de formation pour les acteurs du secteur agricole du 13 au 15 février 2018. C'est l'Institut international pour l'agriculture tropicale ITA qui abrite cette formation. Les raisons et objectifs, eh bien, c'est à suivre dans ce journal. Et puis, le mouvement de débrayage déclenché dans l'enseignement supérieur depuis quelques jours bat son plein à l'université d'Abomey-Calavi. Les étudiants, bien conscients des conséquences de ces grèves, se prononcent dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté catholique du monde entier célèbre ce jour le mercredi des cendres. Voilà un événement qui marque le début du temps de carême, une période de 40 jours durant lesquels les fidèles chrétiens sont appelés à mieux vivre dans la prière, le jeûne et le partage. Qu'est-ce que le carême et comment le vivre? Voilà la réponse dans ce reportage que nous proposent Horacia Djodji et Fiacre Voitan. Ce 14 février, les chrétiens catholiques entament le mercredi des cendres, une journée traditionnellement marquée par une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une croix sur le front de chaque fidèle en lui disant « Convertis-toi et crois à l'Évangile ». Cette cérémonie lance le carême pour 40 jours. C'est le moment de pénitence, le moment de sacrifice, le moment où on est en lutte de façon insistante contre le mal, contre le diable, contre tout ce qui peut handicaper l'éclosion de l'amour de Dieu en nous. Puisque ce que nous sommes en train de célébrer, c'est d'imiter notre Seigneur et Rédempteur qui a combattu le mal jusqu'à la mort et a été victorieux du mal par sa mort et sa résurrection. Pendant cette période de privation, l'Église invite ses fidèles à un examen de conscience et combattre les occasions du mal à travers 3 éléments essentiels. La première, c'est la prière. La prière, c'est l'arme de combat par excellence, puisque de moi-même, je suis fragile. Saint Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et c'est le mal que je ne veux pas faire, que je suis compétent à faire. Ensuite, le Seigneur, par son Église, nous redemande de faire des gestes d'amour par la charité. Et troisième chose, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est des privations. Et les privations, ça peut être nourriture, ça peut être privation de plaisir, de passion, de tout ce qui peut nous accaparer jusqu'à oublier que Dieu est présent. Des comportements que doit adopter le chrétien catholique dans la discrétion et l'humilité. Aujourd'hui, 14 février 2018, c'est aussi la fête de l'amour, la Saint-Valentin casse-tête. Celle de cette année l'est assurément. Et pour cause, cette fête de l'amour coïncide avec le mercredi des cendres, le début donc du carême chrétien. Dilemme pour les chrétiens catholiques, Saint-Valentin carême. Que célébrer donc? Regardez. Le Saint-Valentin 2018 est arrivé avec un goût un peu amer pour certains jeunes chrétiens catholiques pour qui ce jour est une occasion rêvée de vivre la passion. Mais elle coïncide cette année avec le mercredi des cendres, début du carême. Un 14 février à dilemme, Saint-Valentin, carême, quelle ligne suivre? Alors que les couples s'activent à trouver une alternative, pour le père Hubert Kedowide, il n'est point besoin de le faire. Il faut célébrer les deux. Et ce n'est pas une contradiction du tout. C'est même le meilleur jour de Saint-Valentin. C'est une occasion rêvée pour l'Église que le jour de mercredi des cendres et le vendredi saint, c'est les 2 jours d'obligation, de privation et de jeûne.
Et donc, ça va permettre aux jeunes de vivre un amour authentique, sans passion, authentique, et de cheminer dans cet amour authentique avec le Christ jusqu'à la Pâque. J'encourage tous les jeunes à faire cette privation, et cette privation sera pour eux l'ensemencement d'un amour que rien ne pourra détruire. Les jeunes chrétiens partagent-ils cet avis? Faisons un tour donc dans ce réservoir de jeunes, le campus d'Abomey-Calavi, pour en savoir davantage. Même l'amour aussi, c'est Dieu. Je peux monter l'amour. En fêtant l'amour, on est en train d'accomplir un acte de Dieu. Parce que Dieu aussi est amour. Donc on peut aller, on peut fêter ou on peut aller à la messe. Avis unanime avec le prêtre. D'autres sont encore plus catégoriques. Moi, je préfère faire le carême. Parce que le carême, là, c'est pour demander les dons. Demander pardon au Dieu. Les péchés que tu ne sais pas que tu as fait, il faut demander à ton Dieu de te pardonner. Pour d'autres encore, c'est un signal fort. Pour d'autres encore, c'est un signe divin qui fera d'une pierre deux coups. Mais moi, je comprends par là que c'est Dieu qui a voulu qu'on lise la chose d'une manière spirituelle comme ça. Tout ça aussi, ça va réduire les cas de désastres qu'on assiste souvent. Les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles, beaucoup de choses. Et même quand on n'est pas catholique, mais jeune, on a son avis sur la question. Et même quand on n'est pas catholique, mais chrétien et jeune, on a son avis sur la question. Donc moi j'aurais souhaité que les gens décalent un peu ce moment-là. Bon, mais si c'est une coïncidence, on peut dire que c'est aussi la volonté de Dieu. Mais sinon, si moi je suis chrétien catholique, je pense que ce jour-là, je vais demander à Dieu de m'excuser, que le jour prochain, je vais le continuer. Parce qu'il me faut faire la fête. Mais le père Hubert Kedo-Wide insiste. Le carême n'empêche pas la célébration de la fête de Saint-Valentin si elle est authentique. Pour que l'âme sœur soit véritablement aimée, non pas aimée selon la chair, mais aimée grâce à la puissance du Seigneur. Et je pense que ceux qui vont le faire sont en train de construire un amour soudé sur du roc, comme dit l'Évangile. Saint-Valentin et carême, ensemble et unis dans un même esprit, est donc possible. Le prêtre Valentin à l'origine de cette fête n'est-il pas devenu saint en célébrant des mariages clandestins malgré l'interdiction d'un certain empereur? La journée du 14 février, une fête considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Des couples en profitent pour échanger des vœux doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème. Mais de nos jours, force est de constater que l'on donne un sens contraire à cette célébration à travers des comportements observés au sein donc de la jeunesse à cette occasion. Que pensent alors les jeunes de la fête de Saint-Valentin? On va les écouter au micro de Carlo François Ngbediento et de Damien Pedro. Chacun a sa façon de regarder le soleil. Voilà. Oui, c'est bien. Est-ce que cela a été inventé par nous, Africains? Peut-être. Est-ce que ce n'est pas inventé par les Blancs pour pouvoir vendre leurs articles? Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, ce que je peux conseiller à mes camarades étudiants, ça là, et ce n'est pas encore notre, comment dit-on, ce n'est pas réservé aux jeunes étudiants ou bien aux jeunes gens de faire amour ou bien Saint-Valentin, c'est pas, non. Laissons la Saint-Valentin aux gens qui sont déjà en couple. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. C'est une fête que moi je n'ai jamais fêtée. Selon ma compréhension et l'éducation que j'ai reçue là, c'est une fête qui est réservée aux couples âgés. Donc, mais dans le rang des jeunes, on constate que c'est une fête et les jeunes, la plupart des jeunes se préparent pour ça, alors que ça a beaucoup de conséquences sur la jeunesse. Si on voit deux jeunes et ils se disent Valentin, Valentine, et ils font cette fête, supposons que la fille était une vierge femme, donc ce jour-là, la fille peut se laisser dévierger par l'homme, ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc ça détruit la vie de beaucoup de jeunes femmes. On ne peut pas seulement limiter la fête aux couples, aux amoureux, mais du père en fils, la mère peut faire un cadeau à son enfant. Un enfant peut faire un cadeau à son mère pour montrer l'amour qu'il porte
à sa mère ou à son père. Donc ce n'est pas seulement l'humilité, seulement aux amoureux, aux sexe, comme nous le pensons. Je dirais que cette fête inspire l'amour, comme on a eu à le découvrir. Beaucoup disent que c'est une fête qui est consacrée ou destinée principalement aux jeunes, mais selon moi, c'est une fête qui est destinée à tout le monde, à toute personne. Parce que, on parle de l'amour, et sans l'amour, je ne pense pas qu'un être vivant peut bien vivre. Donc, si je suis vivante, c'est que je vis l'amour et que je dois partager de l'amour. Donc, je fête demain, le 14 février. Beaucoup de jeunes pensent que tout est permis. On va à la plage, on fait n'importe quoi, on s'enferme dans les chambres, on fait délire, on veut vivre l'amour et après tout ça, c'est les grossesses non désirées qui surviennent. Donc je dirais à tous les jeunes qui sont à l'écoute actuellement que en fait ce n'est pas un jour qui est destiné à aller au sieste, à faire de n'importe quoi, mais à vivre l'amour en famille avec son petit ami ou avec ses parents, sa maman, son chéri, son frère, sa soeur et autres. Donc je conseille à tous les jeunes qui sont à l'écoute, ce n'est pas un jour où il faut faire de n'importe quoi, où il faut commettre des actes qui n'en valent pas la peine, mais c'est un jour où il faut vivre l'amour comme cela se doit. Parce que le monde est basé sur l'amour. Et Jésus dit que tous les 10 commandements se résument en un. Aime ton prochain comme toi-même. Donc si on dédie une journée à la célébration de l'amour, ce n'est que la bienvenue et nous devons tout faire quand même pour montrer à toute personne. Quand moi je vois cette fête, je ne vois pas simplement avec ma partenaire, avec ma petite amie, avec ma fiancée, avec ma femme seulement, mais avec mes frères, avec mes soeurs, avec le monde entier. Nous devons témoigner de ce que nous aimons énormément. On va remonter à 24 heures plus tôt pour dire que la communauté internationale a célébré ce 13 février 2018 la journée mondiale de la radio. Cette 7e édition est placée sous le thème radio et sport. Au Bénin, plusieurs radiodiffusions émettent pour informer, éduquer et distraire. Quelle est donc l'importance de la radio et quel est son impact sur la société d'aujourd'hui? Réponse dans ces propos recueillis par Horacia Djodji et Fiacre Voitan. Pour moi, la radio, ça représente quand même un canal d'information comme tout autre média qui nous permet quand même de vivre beaucoup de réalités qu'on ne vit pas dans les autres médias. Par exemple, à la radio, on pourrait quand même se divertir en écoutant de la musique, de la bonne blague, ce qui n'est pas dans le cas peut-être par rapport dans les autres médias comme la presse écrite. Voilà. Donc pour moi la radio c'est quelque chose de très très important dans la vie d'un citoyen, d'un simple citoyen, et ça lui permet d'être au courant de l'information, au courant de tout ce qu'il faut pour son évolution. On constate que la radio a toujours son importance parce que ici maintenant on peut allumer sa radio, écouter de la musique, écouter des émissions, tout ça là. Par contre, la télé, on ne peut pas transporter la télé sur soi pour une distance donnée. Donc vous voyez un peu que la radio a toujours son importance dans la vie d'un citoyen. La radio, c'est un canal d'information, c'est un moyen de communication de masse qui permet d'informer le public et qui permet aussi de divertir l'auditoire. La radio de nos jours a une importance très capitale en ce sens où, grâce à la radio, l'auditeur qui ne s'est pas déplacé sur un lieu peut savoir avec précision qu'est-ce qu'il y a eu à tel ou tel lieu. La radio, pour les reportages par exemple, lorsque nous prenons la télévision et la télévision a forcément besoin des images avant de passer l'information. Alors que pour la radio, même sans les images, on peut passer l'information. Ce qui fait un pas de plus que la radio a sur la télévision. Aussi, en me déplaçant, je peux écouter la radio grâce à mon téléphone portable, même un petit poste de radio, je laisse sur moi, j'écoute ma radio. Tandis que je ne peux pas me déplacer avec la télévision pour suivre. La radio, c'est cette vitrine qui permet à la population de s'informer. Je fais allusion notamment à ceux-là qui sont dans les zones reculées et qui n'ont pas toujours accès à la télévision ou encore à l'Internet. Donc la radio permet aux populations qui n'ont pas les moyens de s'acheter la télévision ou encore ceux-là qui ne savent pas manipuler les téléphones pour accéder à la connexion Internet, de pouvoir au moins s'imprégner des actualités dans le pays. Pour moi-même, c'est
la radio, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, donc sans la radio, c'est vrai qu'il y a les journaux, qu'il y a aussi la télévision, mais la radio aussi représente un moyen d'information vraiment important. L'enseignement supérieur est secoué depuis quelques jours par des mouvements de débrayage. La grève qui bat son plein sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi n'est pas sans conséquences. Les étudiants en parlent eux-mêmes. Ils sont donc au micro de Carlo François Ngbediento et de Damien Pedro. Comme conséquence, nous voyons mes camarades étudiants étaient en composition aujourd'hui quand les grévistes étaient venus les chasser. Voilà, tout cela, ça va peser sur nous après, parce que nous ne sommes pas venus prendre uniquement les diplômes, nous voulons nous former aussi. Voilà, on n'a pas travaillé, on n'a pas fait le cours, maintenant on vient composer. Tu peux être admis demain et tu ne seras pas bien formé. C'est la qualité que nous voulons. Nous ne voulons pas uniquement les diplômes et sortis. Voilà, donc ce que la grève peut engendrer aussi, et aussi comme conséquence sur nous, c'est surtout la formation. C'est ce que j'ai dit, c'est surtout la formation. Je donnerai un exemple, les élèves de l'Okosa la fois dernière, ils se sont révoltés, se mettent sur la voie et disent qu'ils ne vont pas composer parce qu'ils n'ont pas fait le coup. J'ai à dire, c'est très bien. Si la grève continue, il peut toutefois brancher l'année. Pas moi qui suis devant vous, j'ai été victime l'année précédente, l'année 2015. Ils nous ont branché l'année. L'année a été invalidée. Donc tout ça là, ça ne nous avantage pas. Au lieu d'aller en classe supérieure, je suis encore dans la même année. Donc ça ne m'avantage pas. Voilà que d'autres passent en classe supérieure. C'est les échecs que les étudiants vont enregistrer. En dehors de ça, il y aura également beaucoup de démissions. Vous voyez, école missionnaire, parce que par exemple ceux qui sont en première année n'ont pas encore d'expérience. Ça peut toutefois les amener à laisser carrément. Et après, bon, des casses aussi, hein, puisque si ça dégénère, ça peut tourner au vinaigre. Donc les étudiants peuvent être les proies. D'abord, c'est eux les proies. Imaginez quelqu'un qui n'a pas d'armes et qui veut lancer des pierres contre les armes, voyez. Donc beaucoup de choses. Et même ça peut aller à la mort, parce qu'on en enregistre. Je pense que le mouvement ne nous avantage pas, en aucun cas, parce que on a des matières. On a des matières qu'on n'a pas eu à même fait, mais ils ont programmé ça dans la composition. Et ça, c'est l'étudiant qui s'arrange pour avoir le cours sur lui-même et inviter ceux qui sont en année supérieure pour venir l'aider à comprendre le cours. Même il y a des professeurs que j'ai jamais vus. Pourtant, ils ont programmé leur compo. Le vendredi, on va composer. La grève, ça ne nous avantage en aucun cas. Et que les étudiants, avec les syndicats d'étudiants et le gouvernement, parlent d'une seule voix pour que la grève cesse et que les cours reprennent à nouveau. Eh bien, je l'annonçais en titre, les acteurs du secteur agricole en provenance de plusieurs pays africains sont en formation de 13 au 15 février 2018 à l'Institut international pour l'agriculture tropicale ITA. L'objectif de cette rencontre internationale est de permettre aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances afin donc de lutter efficacement contre les chenilles légionnaires d'Automne qui sont des ravageurs qui détruisent de nombreuses cultures en Afrique. Carole Olaye et Fréjus Fiorci pour le compte rendu. Elles sont dangereuses et constituent une grande menace pour la santé publique et la sécurité alimentaire dans le monde et particulièrement en Afrique. Il s'agit des chenilles légionnaires d'automne qui ravagent les cultures de maïs et autres dans plusieurs pays africains déjà affectés. Et pour enfin trouver une riposte continentale et régionale contre ces ravageurs, sans nuire à la santé humaine et animale, des experts mondiaux sont au Bénin pour donner des moyens de lutte efficaces aux praticiens et agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest. La chenille légionnaire d'automne, en fait, est un maillon. C'est une des pestes qui fait partie du groupe vraiment que l'Afrique doit faire face. Donc, cela nous amène à faire en sorte que les résultats de la réunion de Bénin doivent servir vraiment pour faire face aux autres défis SPS.
La chenille légionnaire d'automne, elle est très importante, mais n'oublions pas dans nos recommandations d'inclure une stratégie régionale. Cet atelier de formation, conjointement organisé par la commission de la CEDEAO et l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, va donc permettre aux participants le renforcement de leurs capacités dans le domaine de l'identification des organismes nuisibles, de la protection des végétaux et des entités de vulgarisation, l'utilisation des pesticides et autres moyens de lutte contenus dans le guide de lutte intégré contre les ravageurs afin d'éviter leur propagation. Maintenant, comment nous attaquer à ce problème-là? Nous avons compris, Prasanna a dit que ce n'est pas une affaire individuelle. C'est pour cela que nous sommes rencontrés maintenant. Nous devons échanger, partager les informations, recevoir vos feedbacks et essayer de collecter également les idées utiles. Essayer également de mettre peut-être en place une initiative régionale si c'est continentale. La chenille légionnaire d'automne a été confirmée pour la toute première fois en 2016 en Afrique. Elle peut se nourrir de 80 espèces de cultures différentes et par conséquent peut occasionner chaque année une perte de rendement estimée entre 3,6 et 6,2 milliards de dollars par an selon le Centre pour l'agriculture et les biosciences internationales CABI. 15 ans déjà que le Bénin a opté pour la décentralisation. Les communes sont tout de même confrontées à d'énormes problèmes environnementaux. On peut citer entre autres l'insalubrité, les pollutions de toutes sortes, la destruction du couvert végétal, la dégradation des terres et le réchauffement climatique. Face donc à ces problèmes, quels doivent être les comportements des élus locaux et communaux? Élément de réponse dans ce reportage de Corneille Aïssé, Fréjus Fiorci et de Robarik Devoshi. La protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie concernent en premier lieu les pouvoirs décentralisés selon l'article 82 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Malheureusement, les communes ne font pas de ces questions liées à la gestion de l'environnement une priorité, en témoignent les faibles ressources allouées à l'environnement dans les plans de développement communaux et dans les budgets. Une situation due à un manque de moyens, selon Lucas Tropo, maire de Boycon, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Ce n'est pas par méconnaissance des tests par les élus locaux, non, c'est plutôt par manque de moyens. Vous savez, les questions environnementales nécessitent beaucoup de moyens humains, mais des moyens financiers. Et vous savez qu'il y a des communes aujourd'hui au Bénin qui ont du mal à payer le salaire du personnel. Et du coup, se lancer dans des études en ce qui concerne l'environnement, se lancer dans la construction d'ouvrages en ce qui concerne l'environnement, et pour ces communes-là, relève carrément de quelque chose de très très compliqué. Journée de l'arbre. Lorsqu'on fait le reboisement, il faut quand même l'entretien. Les communes n'arrivent pas. Ce qui fait que bon, on implante des arbres et quelques mois après, vous voyez que bon, les arbres sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas un suivi, parce qu'il n'y a pas les moyens. La politisation à outrance dans la gestion des territoires et des communautés à la base fait partie aussi des causes profondes de cette faible implication du pouvoir décentralisé dans la politique environnementale. La politique a pris le dessus. Ceux qui sont là, qui sont aux affaires, ils ont l'intention chaque fois de revenir aux affaires. Et pour ça, ils disent, je suis obligé de fermer les yeux sur certaines choses, sinon je risque de perdre la popularité. Mais non, il faut aller au-delà, il faut vraiment laisser la politique de côté et dire, je suis là pour faire en sorte que les concitoyens puissent vraiment vivre dans un cadre plus approprié. Plus de 15 ans après l'avènement de la décentralisation au Bénin, devrait-on être encore à cette étape? La question interpelle tous les acteurs de développement, notamment l'État central qui doit montrer l'exemple en matière de politique environnementale et accompagner les communes.
Les mairies n'ont pas les moyens de leur politique. Donc ça veut dire que le débat, non seulement va sensibiliser, communiquer, mais accompagner financièrement nos élus locaux. Et ça devient un débat du pouvoir central. Je voudrais lancer un appel d'abord à l'État central pour rappeler à l'État central qu'il doit accompagner les communes pour que les problèmes dans l'environnement, les problèmes liés à l'environnement soient réglés. Vous savez, on a plaidé la dernière fois quand nous étions en Allemagne à Bonn pour que le fonds vert soit ouvert aux collectivités territoriales parce que le fonds vert aujourd'hui est consacré uniquement aux gouvernements centraux, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, le gouvernement central a son rôle à jouer. Il y a déjà des efforts qui se font, mais nous souhaitons qu'un pas en avant puisse se faire. Ça, c'est la première chose. Les élus locaux doivent, dans la mesure de leurs possibilités, s'organiser pour impacter durablement et efficacement l'environnement. L'éducation environnementale des populations à la base, le respect des textes de loi sur l'environnement sont nécessaires pour accompagner l'action des pouvoirs décentralisés. Une autre politique avant donc de boucler ce journal sur Eden Télévision, vous le savez déjà, les forces Kori pour un Bénin émergent ont tenu leur deuxième congrès ordinaire au week-end dernier. Un rassemblement politique qui a connu une mobilisation extraordinaire des militantes et militants. Et l'une des grandes décisions prises lors de ce deuxième congrès ordinaire des forces, eh bien, la mutation de cette coalition en un parti politique. Quelques acteurs politiques tentent ici d'expliquer cette forte mobilisation et cette mutation de l'alliance en politique. Suivez ensemble. Tous ceux qui sont venus, c'est pour Yayi, sont venus. Ils ne sont pas venus pour des candidats aux élections législatives, donc pas de confusion. Les gens sont venus pour un échauffement politique et qui consiste à venir contempler la personne de Yayi qui a disparu entre-temps. Et même moi, si j'étais à Parakou, je serais allé pour voir Yayi et peut-être voir des gens que je cherchais, des gens que j'avais vus il y a longtemps aussi, dans ces pareilles circonstances. Sinon, ça n'a rien à voir, le congrès de FCBE n'a rien à voir avec le succès aux élections législatives. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, vous voyez, ça veut dire qu'ils sont en train d'aider le gouvernement de la rupture par rapport à sa réforme. On veut aujourd'hui finir avec des clubs électoraux pour passer au parti proprement dit. Mais s'ils sont dans cette logique, ils sont à encourager. Et je félicite Guénotin pour être vraiment à la tête parce qu'apparemment, il est un homme de parole, il a tenu parole. Ce qui est bon, on n'a pas besoin de discuter là-dessus. Donc c'est une très belle initiative et je pense qu'ils ont vu juste. Ils sont en train de se mettre dans la même ligne que le gouvernement de la rupture. Donc ils sont à encourager et puis je pense qu'il n'y a aucun problème pour ça. De mon point de vue, ça n'est pas un exploit. Encore qu'il s'agit d'un ancien président de la République qui a dirigé le pays pendant 10 ans et dont on connaît les capacités de mobilisation. Donc ça n'est pas un exploit pour moi. Ce qui est un exploit pour moi, c'est la décision issue de ces assises. C'est-à-dire la fusion de ce regroupement en un parti politique unique. Ça, c'est une décision salutaire, courageuse. Parce que de mon point de vue, ce n'était pas évident. Hein. Lorsqu'on sait comment les leaders politiques de notre pays sont accrochés, chacun à sa chapelle politique, ce n'est pas évident qu'ils se fondent dans un parti unique qui, du reste, effacerait leurs organisations politiques respectives. Donc, c'est la décision qui, de mon point de vue, est salutaire. L'autre décision qui est salutaire aussi, c'est l'alternance à la tête de ce regroupement politique. Ça aussi n'est pas évident. Vous savez, la plupart des partis que nous avons connus traditionnellement dans ce pays, les leaders, ce n'est pas facile de les déplacer de cette façon-là. Donc je salue l'alternance à la tête de ce recours. Alternance sans coup férir, alternance sans grincement de dents, alternance sans crise, alternance sans crise. Tout ça n'est pas évident pour ce que nous savons des organisations politiques de notre pays. Donc je crois que c'est les deux choses que moi je salue. Et dans la perspective
du reste de la réforme du système partisan qui est annoncée de toutes parts. Et je crois que les FCBE ont fait un pas de géant qui conviendrait aux autres organisations de suivre. Eh bien, c'est la fin de cette édition du journal sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. Continuez donc à suivre nos informations sur notre site internet benin-eden.tv. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.